Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Georges Guittet, donc retraité et ancien ingénieur du service de restauration des terrains en montagne de l'Office national des forêts. Donc pendant une trentaine d'années, j'ai dû gérer au sein de la vallée du Lubaï tout ce qui est prévention des risques naturels, notamment tout ce qui est glissement, crues torrentielles, chutes de blocs et avalanches. Donc le service RTM vient en appui aux collectivités locales pour à la fois évaluer les risques et aussi éventuellement faire des travaux de... Vous pouvez parler un tout petit peu plus loin que du micro. Comme ça. Et Georges, vous pourriez vous mettre là-bas parce que nous, Eh oui. Vous voyez là? Non? Le panneau. C'est bon? Là-bas, ça m'étonnerait, non? Bon, enfin. Donc, par rapport à la prévention des risques, j'avais en charge le glissement de la Valette. Vous entendez là? Ça va, c'est bon. Le glissement de la Valette. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les autres missions. Je vais parler exclusivement du glissement de la Valette. Donc, le glissement de la Valette est, au niveau administratif et au niveau du phénomène, donc, est situé à cheval sur deux communes, la commune de Barcelonnette à l'est et la commune de Saint-Pont à l'ouest. Et donc, la particularité administrative aussi, c'est que toute l'emprise du glissement est sur des terrains qui appartiennent à l'État. Et à l'aval, bien entendu, il y a tous des enjeux qui sont divers, à la fois communaux, mais aussi privés. Donc, vous imaginez la difficulté de la gestion du site, quoi. Donc, les enjeux... il y a donc, en particulier côté Saint-Pons, un lotissement de 170 logements avec 400 personnes qui vivent en permanence. Mais il y a beaucoup de variations saisonnières. Donc actuellement, juillet-août, c'est plutôt 900 personnes que 400. Hein. Au niveau des établissements, il y a 5 commerces à Laval. Donc je ne sais pas si vous êtes passé devant. Il y a un casino, il y a un Lidl. Il y a une station d'essence. Et au niveau infrastructure, donc, il y a la RD 900 qui relie donc la France à l'Italie et le RD 9 qui est la départementale qui relie Barcelonnette à Saint-Pons. Au niveau géologique, ben là, je pense qu'il y a des géologues parmi vous, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Donc le contexte géologique, c'est qu'on a donc, un socle ici de l'ère secondaire de terre noire, de marne noire, ici en violet. Ensuite, par-dessus, donc, on a les nappes de charriage de l'eau-tapis, avec surtout du flysch helmintoïde, mélangé avec du grès. Et par-dessus, donc, on a tout ce qui est ici, on va dire, gris clair, ce sont les plaquages glaciaires. Alors, tout ce système géologique entraîne une forte instabilité des sols. Pourquoi? Parce que vous avez l'eau qui percole dans les flysch qui sont très fracturés, comme ils ont été charriés, ils sont très fracturés. Ils traversent donc la couche de flysch. Ensuite, quand ils rencontrent les terres noires qui, elles, sont imperméables, vous avez les sorties d'eau qui se font au niveau de ce qu'on appelle le contact anormal. Et donc, cette eau, elle percole aussi entre la terre noire et les plaques glaciaires, ce qui fait que dès qu'il y a un changement de pente ou une intervention humaine, souvent, vous avez des terrains qui ont tendance à glisser. Comme on dit souvent dans ce bassin versant ici, on a plus vite fait de cartographier les terrains qui sont stables que les terrains qui sont instables. Donc l'historique du glissement, le glissement s'est déclenché en 1982 par une rupture ici à peu près à la côte 1900. Ensuite, en 83, au printemps, début du glissement avec une extension de 5, 10 puis 50 hectares. Ensuite, de 84 à 87, une forte extension. Et enfin, en 88, ça a été l'événement qui a déclenché un peu toutes les mesures de prévention sur le glissement de la Valette, une coulée de boue qui est arrivée à peu près à 500 mètres des enjeux, quoi. Suite à ça, donc, on verra, il y a eu des travaux qui ont été entrepris. Ensuite, dans la dynamique du glissement, en 92, nouvelle avancée encore vers Laval, et puis de 93 à 98, ralentissement progressif. Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, des gros travaux de drainage, et aussi un peu, on va dire, une redistribution des masses. Vous le verrez tout à l'heure quand on va monter. Morphologiquement, le glissement en 90 n'avait pas du tout la même forme que maintenant. Hein. Ça s'est
beaucoup glissé. En 90, on avait une succession de marches, c'est-à-dire des niches d'arrachement secondaires, et puis il y avait une extension vers l'amont et une extension aussi vers l'ouest. Et depuis 98, progressivement, il y a un ralentissement, et actuellement, bon, quand je suis parti à la retraite, il était à peu près à 4 cm par mois de reptation, et là, actuellement, j'ai consulté mes collègues hier, apparemment, c'est du 2 cm en 4 mois, quoi. Par an. Par an. Mais c'est pas par an. Mais c'est pas du tout homogène, hein, forcément. Mais on en parlera. Attendez, 2 cm. Répétez le chiffre. 2 cm. Il y a eu une interruption des mesures hein, quand M. Mallet a installé le tachéomètre automatique. Et donc depuis, pas mais en 6 mois, certains points ont bougé de 3 cm. En 6 mois. En 6 mois. Mais c'est pas homogène, évidemment. Hein. Voilà. C'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. Disons, il s'est endormi, quoi, un petit peu. Donc oui, alors sur ce glissement, à partir des années, on va dire 2000 à peu près, on a commencé à travailler avec les hosts. Hein. Avant, bon, ils n'étaient pas les bienvenus sur le glissement. Il y avait un peu une guerre entre les ingénieurs du greffe et puis le Strasbourg. Et en fait, c'est moi qui ai ramené un petit peu Jean-Philippe sur le glissement, parce que depuis 1980, il travaillait beaucoup sur le glissement du Sauze, voilà, juste en face là. Et donc actuellement, il s'est bien investi dedans. Et donc, bon, il a fait des tas de... Ils ont fait, avec ses étudiants, ils ont fait des tas d'études sur le glissement. Donc là, c'est une vue en 3D de la topographie du glissement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a une forme un peu particulière, le glissement. Hein. D'habitude, c'est la devinette du jour, là. Mais pour trouver quel est l'animal, ça ressemble un petit peu à un hippocampe. Voilà. Quand on le décrit, souvent, on parle du nez de l'hippocampe, de l'œil, et puis voilà. Donc, vous avez ici donc, la zone d'ablation, ici, tout le haut, où évidemment les vitesses sont beaucoup plus rapides que là, qu'en bas. La zone de transit ici, là, ça c'est la piste sur laquelle on va aller tout à l'heure, hein, la piste du cerf. Et la zone de dépôt ici, avec une particularité, c'est un éperon morénique consolidé qui divise le glissement en deux parties, là. Et qui le divise et qui le bloque même. Parce que... Donc ça, c'est l'analyse photographique aérienne de 74 à 97, dont vous avez, avant, en 74, dont vous avez... Oui, alors le glissement est sur l'emprise d'un torrent, hein, le torrent de la Valette, avec son affluent ici, le torrent du Cerf. Donc en 74, ben, vous voyez qu'ici, il n'y avait aucun signe de glissement, hein, il n'y avait même pas la niche. En 82, donc début du glissement, ici. 98, ici. Et donc, 88, pardon. Donc la coulée, elle est partie de la partie basse pour arriver jusqu'à 500 mètres des enjeux. Et ensuite, en 97, extension du glissement. Et actuellement, la niche d'arrachement, parce qu'il y a une régression vers l'amont, hein, comme tout glissement, hein, et sur l'arête entre le bassin versant du torrent de la Valette et le bassin versant de l'autre côté à l'est, le torrent de Faucon. Et donc la dynamique actuelle, c'est qu'on n'a plus de régression vers l'amont, puisque la niche est arrivée à la crête. Elle a même, le glissement a même détruit la crête, et l'arête, elle est de l'autre côté, quoi. Elle n'est même pas sur le territoire de Barcelonnette, elle est sur le territoire de Faucon. On n'en a pas parlé au maire pour ne pas rajouter encore un intervenant. Hein, c'est pas la peine de... Et donc l'extension se fait aussi sur le nez de l'hippocampe. Voilà. Et à terme, je pense que le nez ici, là, va aller rejoindre, puisque là, c'est le torrent du Cerf, là, le nez va aller rejoindre le corps du glissement. Ça ne respecte pas les limites administratives, votre affaire. Non, pas du tout. C'est surtout pour savoir qui fait quoi et qui paye, surtout. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Hein. Mais un énorme problème. J'ai rencontré des situations un peu, je vous racontais tout à l'heure, par rapport aux alarmes, qui vraiment
j'étais prêt à aller prendre une boîte et à faire la quête sur les lotissements à Laval, quoi. Donc ça, c'est l'évolution de la partie haute du glissement. Donc vous voyez ici en 80, ça c'est la niche donc, de 82 ici, là, en pointillé. Ça c'est la niche de 88. Ensuite ici, donc 95, extension vers l'amont toujours. 2000, et donc là c'est l'arête. Hein. Et la dernière photo aérienne, 2009. Mais bon, là, actuellement, le contour de la niche arrive donc à la crête, là, qui sépare les deux bassins versants. Et voilà, et elle arrive comme ça, quoi. Ici, donc, c'est des photos aériennes de la partie basse. Je vous ai dit que le glissement dans la partie aval était divisé en deux par un éperon consolidé. Donc là, vous avez ici le torrent du Cerf et le torrent de la Valette ici, et le fameux éperon qui est consolidé, ici, là. Et donc là, vous voyez, c'est une photo de 1890. Donc ici... Il n'y avait pas de végétation. Comment ? Il n'y avait pas du tout de végétation. Et non, parce qu'en 1890, c'était le début des travaux de correction torrentielle dans les bassins versants d'Omagno. Ça, c'est une autre histoire, ça, je ne vais pas vous raconter là, parce que sinon... Et là, en gros, c'est la situation actuelle. Donc, vous voyez qu'il y a eu un comblement des deux ravins. Et puis, en amont de cet éperon, juste pour l'anecdote, quand je suis arrivé ici, du glissement, je montais sur l'éperon, il y avait 10 mètres, à l'amont. Hein. Et actuellement, du glissement, on descend sur l'éperon. Donc, vous voyez l'accumulation de matériaux. D'ailleurs, au niveau de la prévention du risque, c'est la problématique, elle est à ce niveau-là. Hein. Je ne vous ai pas parlé du volume, je crois, là, non ? Donc, le volume en mouvement, c'est à peu près 3,5 millions de mètres cubes de matériaux. 3,5. Comment ? Mètres cubes, oui. Donc, au niveau de la prévention, ça... Bien entendu, donc les mesures de prévention, d'abord, il existait déjà à l'époque, avant qu'un premier PPRN qui avait été réalisé à la fois sur les communes de Barcelone et de Saint-Pons. Au départ, ici, donc, vous avez le fameux barrage qui est censé retenir une partie des matériaux, on appelle ça le piège à matériaux. Et le glissement est là, hein. Voilà. Et donc ça, c'est le ravin de la Valette ici, le chenal de la Valette qui rejoint l'Ibaye en bas. Et donc vous avez ici, à l'origine, quand le phénomène s'est produit, il y a eu des PPRN qui ont été réalisés. Et donc, à l'origine, toute la zone rouge formait un cône jusqu'en bas. À l'époque, je vous parlerai des vitesses, mais à l'époque... dans les années 90, on était à des vitesses de reptation de 45 cm par jour. Voilà. Donc, c'était une zone rouge, mais c'était quand même déjà construit, non ? Oui. Donc c'était juste pas d'autres constructions possibles. Voilà. Et oui, on ne pouvait pas... vous savez comment ça fonctionne, les problèmes de cadenas, là, hein, on ne pouvait pas exproprier tous les gens. Voilà. Puis au niveau politique, ça aurait été... Voilà. Donc tout ça, ça a été en zone rouge. C'était en partie construit quasiment. Hein. Et donc, à partir des années 2010-2009, on a révisé le PPRN compte tenu du ralentissement du phénomène de reptation, de l'activité du glissement, et aussi un petit peu par rapport à la pression des élus, bien entendu, hein, et des habitants. On a un peu lâché du lest, et donc toute la partie basse, on l'a passée en zone bleue, et ici aussi en zone bleue. Ça tombe bien, il restait de la place pour construire. Surtout là. Mais là, c'est en zone agricole, donc bon, après c'est une autre histoire dans les PLU, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interroger. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'aléas ? Comment ? Zone bleue, ça veut dire ? Non. Alors, dans les PPRN, vous avez, dans la classification, vous avez les zones blanches où il n'y a pas d'aléa, les zones bleues où l'aléa est souvent l'aléa faible ou moyen, et les zones rouges, aléa fort. Donc, au niveau de la constructibilité, en zone rouge, on ne construit pas, évidemment, et en zone bleue, on peut construire sous certaines conditions, soit des prescriptions individuelles ou des prescriptions collectives. C'est le même cas, on en parlera tout à l'heure avec
l'aérodrome du Rieux-Bourdoux. Alors, les prescriptions individuelles, ça peut être à la construction, les façades exposées, par exemple, au lieu qu'elles soient en briques ou en parpaing, on leur demande en béton armé, qui supporte une pression de 2 tonnes au mètre carré. On demande à ce que les façades exposées soient aveugles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fenêtres, quoi. Qu'est-ce qu'on demande? Parfois, dans l'aléa inondation, on demande à ce que les planchers bas soient à 1 mètre du terrain naturel après travaux, en cas d'inondation. Ça, c'est les prescriptions individuelles. Et ensuite, s'il y a dans le cas des glissements, prescriptions collectives, ben, ça veut dire entretenir tout le réseau de drainage du glissement, faire en sorte que le système d'alarme fonctionne aussi, qu'il y ait une surveillance. Ça c'est souvent c'est l'État. Hein, voilà. Ou la construction de digues, ou voilà, il y a plein de, on verra dans le Rieux-Bourdoux, pour l'urbanisation dans le Rieux-Bourdoux, on avait demandé aussi la construction d'ouvrages par la commune. Mais la précision est suffisante pour que la petite maison-là, Comment? rouge, il faut la démolir, et c'est là, par contre, ça va. Non, mais c'est pas parce que c'est en rouge qu'on va démolir. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah ben non, c'est là. Après, vous vous rendez compte s'il fallait démolir toutes les maisons, là, c'est... Mais ils vont être démolis par le glissement. Pas démolis, mais endommagés, quoi. Alors, il y a 3 millions, vous avez voilà, à côté du PPRN, il y a, ben ça, on a mis en place aussi un plan de secours spécialisé. C'est-à-dire on a tout, par rapport au système d'alarme qui est installé en haut, on a mis en place un plan de secours avec toute une procédure, des phases comme tous les plans de secours, hein, les phases de vigilance, de préalerte et d'alerte. Et donc on a un phasage des évacuations ici. Mais bon, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si on est jusqu'à... Donc voilà, c'est, comme on dit toujours, il vaut mieux un phénomène surveillé, même naturel, qu'un phénomène qu'on ignore ou qu'on ne s'occupe pas et qui arrive brutalement, quoi. Là, on sait que c'est quand même pas c'est un glissement de terrain, certes, l'aléa, c'est pas ni de la crue torrentielle ni de la chute de bloc. L'aléa torrentielle, une lave torrentielle, il y a un orage de grêle qui tape en haut du bassin versant, 30 minutes après, vous avez la coulée de boue qui arrive. Et ça, vous ne pouvez pas la prévoir, ni l'orage de grêle, ni le volume de la crue. Les chutes de bloc, c'est pareil. Quand la falaise tombe, voilà, juste avant qu'elle tombe, elle ne tombait pas, quoi. Je veux dire, donc, c'est pas la même prévention, quoi. Hein. Voilà. Vous avez vu en Italie, là, le glacier, hein. Voilà. Là, c'est pareil. Hein. Par rapport à ce là le glissement, c'est quoi le risque qu'on a? Est-ce qu'il y a une partie qui peut s'activer soudainement et tomber vite? Non. Ou bien on a plus des petites chutes progressives? Bon, on ne veut pas jouer non plus les apprentis sorciers, mais dans les scénarios qu'on a pris en compte, c'est déjà d'une part, enfin, et moi connaissant, ayant entraîné mes guêtres 30 ans là-dedans, je commence un petit peu à le connaître, le glissement. Dans le plan de secours spécialisé, on a plusieurs choses. On surveille la pluviométrie, surtout, la reptation, surtout. Et ensuite, il y a tout un... Ben, j'en parle pas là, j'en parle après. Il y a tout un système d'alarme qui permet d'évacuer. Donc, on a donné par exemple, il y a déjà dans les plans de secours, il y a 3 phases, vigilance, préalerte et alerte. Et après, le régime normal, on va dire. Dans le régime normal, on surveille la pluviométrie, on surveille la reptation, mais d'une manière normale, quoi. Je veux dire, voilà. Actuellement, même avec Strasbourg, c'est automatiquement. Dans la phase de vigilance, on rentre en phase de vigilance à partir du moment où on a de la pluviométrie, je crois qu'on a mis 100 mm en 3 jours, on rentre en phase de vigilance et on surveille un peu plus, quoi. À l'époque, moi, là maintenant c'est automatique, mais moi je faisais ça manuellement, quoi, avec un théodolite, je mettais en station, et donc au lieu de mesurer les reptations tous les 15 jours, je resserrais le pas de temps de mesure, je passais à 1 semaine en vigilance. C'est des exemples. Hein. Après, en phase de préalerte, là encore, c'est presque, on mesurait tous les jours. Puis il y a des tournées visuelles sur le site pour voir s'il n'y a pas des choses un petit peu bizarres, quoi. Voilà. Et alors après, en phase d'alerte, après, il y a un phasage des évacuations des personnes qui habitent, qui sont menacées, quoi. Forcément,
les gens qui sont ici ou lui, là, voilà, il est en première ligne, quoi. Donc, déjà en préalerte, on évacue presque le tiers du glissement, quoi. Alors, c'est pas tout de l'évacuer après. Hein. Après, il faut savoir où c'est qu'on les loge. Enfin, tout ça, c'est dans les plans d'alerte. C'est aussi dans les plans de les plans communaux de sauvegarde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tous ces documents-là. Voilà. Mais après, c'est pas parce qu'il y a un PPR que les gens ils sont protégés. C'est justement, voilà. Non, mais les gens ont tendance à croire un petit peu ça. Hein. C'est qu'à partir du moment où il y a un PPR, ça y est, on est sauvé. Non, non, non. Surtout que dans les PPR, on prescrit souvent des travaux et que les travaux, ils sont pas toujours faits, quoi. Loin de là. Dans la vallée du Lubaï, voilà. Hein. Dans la traversée de Barcelonnette, vous avez la crue Centenaire, la crue 57, c'était 450 mètres cubes seconde. Il y a eu des études en veux-tu, en voilà. Et donc, on a prescrit le rehaussement des digues et le renforcement des digues depuis 1993, quoi. Et il n'y a toujours rien de fait, quoi. Et le pont, le premier pont qui va à Pralou, là, le pont du Plan, il est accroché à 380 mètres cubes seconde. Le pont est accroché. Donc, à 400, ça déborde. Voilà. Donc, et il y a un PPR. Et tout ça, c'est marqué. Voilà. Mais bon, les gens, il y a un PPR, ouais, non, le PPR, non. Et là, c'est la responsabilité de la commune. Comment? Là, ce serait la responsabilité de la commune. Oui. Oui. Oui, mais avec la loi GEMAPI et compagnie, là, il y a des tas d'études. S'il fallait totaliser le montant des études qu'il y a en euros et le nombre sur Barcelonnette, on aurait déjà payé au moins 200 mètres de digues. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Ça devient désespérant. Hein. C'est bon. On ne va pas polémiquer. Mais... Donc voilà, donc, pour en revenir à la surveillance du glissement de terrain, à l'origine, en 88, en dessous de la piste où on va aller, là, on avait implanté un transec. Hein. On avait fait d'abord de la géophysique et puis implanté un transec. Alors c'était très simple, c'était 13 piquets de fer à béton, 2 sur les côtés, sur les zones supposées stables. On avait matérialisé une ligne, ici. Et sur le piquet, il y avait 13 piquets. Et donc régulièrement, je me mettais en station ici, je visais la perche là, et un opérateur se baladait dans le glissement et mesurait l'écartement de cette ligne effective et de piquet. C'est comme ça qu'on a mesuré la reptation. Voilà, c'est très rustique, mais bon, efficace. Et donc là, vous avez donc, on en a sorti des courbes, à l'époque, sur Excel, évidemment, voilà. Et donc là, vous avez la représentation en cumulé, du déplacement cumulé des piquets. Et vous voyez que le piquet numéro 2, il était 150 mètres plus bas, quoi. Là, vous avez les vitesses de reptation, ici, en centimètres jour. Et vous voyez qu'ici, on était quasiment à 41 cm par jour. Là. Donc parfois, je pouvais remesurer parce que ça avait déjà bougé. Et à l'époque, on faisait les relevés une fois par semaine, quoi. Quelle est l'épaisseur de la couche qui glisse? Alors c'était la couche de surface. Hein. Voilà. Voilà. Et donc du coup, comme on avait la section ici, on pouvait tirer entre parenthèses évidemment, ce qui frottait sur le bedrock dessous. La reptation était moins rapide qu'en surface, c'est normal. Mais bon, c'était surtout pour avoir une idée du comportement du glissement. Hein. Donc ça nous a permis de calculer le volume qui est passé au droit de ce transec. Et à l'époque, on était à 680 000 mètres cubes qui étaient passés devant le transec. Bon, depuis, voilà. Donc, entre autres dispositions qu'on a mis en place aussi, c'est un système d'alarme. Donc, au départ, avant que j'arrive, ils avaient installé un système d'alarme par caméra qui servait à compter les voitures sur les autoroutes. C'est-à-dire que la caméra comparait l'image N à l'image N-1. Et dès qu'il y avait un changement, ça déclenchait l'alarme. Alors tout ça, c'était relié par une ligne à l'époque téléphonique, hein, RTC, hein, il n'y avait pas Internet à l'époque. Et l'opérateur à ligne, la sécurité civile, avait un téléphone et il avait juste une caméra où il pouvait visionner. Mais bon, le réglage était un peu très difficile à faire. Il y avait plusieurs seuils de sensibilité. Et on naviguait entre le seuil 7 et 8.
Si on mettait 7 moins sensibles, ben, voilà, on faisait passer un AMX30 devant la caméra, il ne se passait rien. Par contre, si on mettait un peu plus sensible, dès qu'il y avait un chamois ou quelqu'un qui passait, ça déclenchait. Donc on a enlevé la détection par la caméra et on a mis un système qui est très simple. Sur la partie basse, on a un barrage de correction torrentielle avec qu'on appelle la cuvette en trapèze. Et on a mis un IPN avec des balanciers avec un contact électrique à l'arrière. Et tout ça dans la trajectoire supposée de la coulée. C'est-à-dire que si la coulée passe, elle touche le palpeur ou elle arrache tout carrément et ça déclenche l'alarme. Tout ça s'est transmis ici, actuellement par ADSL au CODIS à ligne et l'opérateur, il a donc un téléphone où il reçoit un message, attention, coulée boueuse, glissons dans la valette. À ce moment-là, il active 2 caméras, une caméra fixe et une caméra d'homme, et il ausculte le glissement. Et au vu de ce qu'il voit, eh bien, il demande une vérification visuelle par le RTM, souvent. Le RTM ou à défaut les pompiers ou à défaut la gendarmerie, mais bon, voilà, c'est souvent le RTM. Et donc on se rend sur le site et puis on constate le... Vous êtes présent en aval, parce que... Comment? Vous êtes présent en aval du glissement, votre système de détection... Il est carrément à 500 mètres des enjeux. À 500 mètres? Oui. Ah ouais. Et donc il y a suffisamment de temps, que le signal soit déclenché là, que ça arrive à ligne. Ah oui, c'est instantané Oui, non, j'entends bien, mais après, le signal. il y a la réaction humaine, quoi. Oui. Et bon, comme je vous ai dit, c'est ni des chutes de blocs, ni une crue torrentielle. Ouais. Donc, à partir du moment où il y aura une coulée qui va arriver ici, il y aura déjà une montée en puissance de la surveillance. Voilà. Bon. Parce que ce qu'il y a eu dans le passé, et ce qu'on s'attend à voir ici, c'est plutôt une coulée de boue de la base qui viennent de la base du glissement, c'est ça? De la base, oui, enfin, du corps du glissement. Il y a déjà eu des détections? Comment? Il y a déjà eu des détections Oui, mais ce n'était pas une coulée de boue. D'accord. C'était des gamins qui faisaient la balançoire sur la... Voilà. Et moi, régulièrement, à l'époque, je passais régulièrement et j'allais là-bas, je donnais un coup de coude sur les palpeurs. Ah ben oui, normal. Pour voir si ça marche. Ben oui, oui. Dimanche matin, très tôt. Oui. Pour voir s'ils ne dorment pas au CODIS. C'est une grosse charge. Hein. Mon collègue, là, celui qui m'a remplacé, le jeune, là, C'est l'astreinte H24, en fait. Oui, mais c'est pas l'astreinte déclarée. Voilà, déclarée. Donc, voilà, c'était rentré dans les habitudes, et voilà. Bon, en plus, comme j'avais un petit peu des notions d'alarme, d'électronique et tout ça, on a une boîte donc Securitas qui s'occupe de la maintenance du dispositif, mais ils sont à Gap. Donc des fois, pour réenclencher un disjoncteur ou pour vérifier tel truc ou tel truc, on n'allait pas les faire monter de Gap. Donc c'est moi qui y allais, et puis même le dépannage de première urgence, c'est moi qui le faisais. Quoi. Mais bon, après, question de responsabilité. Hein. Alors oui, pour en revenir à l'anecdote par rapport au système d'alarme, donc actuellement ça marche par une liaison ADSL, et forcément l'abonnement c'est les communes qui payent. Voilà. Et la secrétaire de mairie avait oublié de payer, oui, c'est les communes qui payent, mais aussi pour pouvoir gérer le glissement au niveau communal, on a été obligé par rapport aux compétences des communes, on a été obligé de créer un syndicat intercommunal à vocation unique, avec un président, un secrétaire et compagnie. Et dans les statuts, au début, dans les statuts du syndicat, on avait mis le CIVU responsable du glissement de la Valette. Alors là, le président, il a fait des bons comme ça. Et pendant au moins un an, ils n'ont pas payé l'abonnement ADSL parce que le CIVU n'était pas d'accord sur le truc, il fallait revoir les statuts. Tout ça. Et bien, à une époque, il m'appelait parce que ça ne marchait pas. Et alors moi, j'ai appelé Orange pour leur dire écoutez, c'est un défaut de paiement. Voilà. Alors je suis allé voir le sous-préfet ici, je lui ai dit écoutez, monsieur le sous-préfet, si vous voulez, je prends une boîte en fer de cassoulet, je mets le cassoulet d'abord, et après je fais le porte-à-porte. 70 € par an, hein. Bon, c'était bon.
C'est pour la petite histoire du glissement dans la valette. Et ça arrive encore. Hein. Donc après, au niveau des mesures de prévention, alors à mon avis, entre autres, ce qui a ralenti considérablement le glissement, hein, c'est le drainage, quoi, hein, parce que le moteur dans un glissement de terrain, aussi bien pour la reptation que pour le déclenchement, si il n'y a pas la maîtrise de l'eau, le glissement il continue, même sur les terrains constructibles. Vous avez la droite de Barcelonnette, le versant sud de Barcelonnette, là, qui a été construit d'une manière un petit peu anarchique, sans réseau pluvial, c'est-à-dire sans réseau qui collecte l'eau des toits, des drains périphériques et des habitations. Et bien, tout le glissement, on l'a classé en zone rouge parce qu'il est inconstructible. Ça fait la 3e maison qu'on fait détruire. Dans les maisons, si vous avez l'occasion, vous partez là, vous montez vers la piscine, vous voyez où est la piscine, hein, ben, vous remontez dans la piscine, la route qui monte à la piscine, puis vous regardez les maisons, vous verrez. Elles sont toutes fissurées. Voilà. Tout ça parce qu'il n'y a pas de réseau pluvial. Donc maintenant, entre autres, pour les mesures sur les zones bleues, par exemple, là, ce qu'on impose aux communes actuellement, c'est à la construction de faire un réseau pluvial, un réseau séparatif pluvial qui collecte tous les eaux. Que celui d'en haut n'envoie pas son pluvial à celui d'en bas. Quoi. Voilà. Ça, c'est entre autres des mesures qui sont inscrites sur le PPRN. Donc là, ici, voilà ici le système de drainage. Le système de drainage est assez simple. Donc l'inquiétude par rapport à la réactivation, c'est tout autour de l'éperon moronique, le fameux éperon qui bloque le glissement en deux. Donc le principe, c'est d'extraire, de capter un maximum d'eau le plus haut possible, de l'envoyer par des tuyaux souples, des tuyaux comme ça, là, des tuyaux polyéthylène, là. Voilà, les tuyaux qu'on utilise pour les maisons, mais de gros diamètre, et de le renvoyer sur des PVC qui sont sous les zones stables. Et on le rejette à l'aval du glissement. Voilà le principe. Et là, vous voyez ici des petits graphiques qu'à l'époque on avait fait avec Jean-Philippe. Là. Donc on a ici la pluviométrie et ici le déplacement. Donc vous voyez ici de la période, je vais mettre les lunettes. Là. Donc ici, ça va de 92 à 93, avec une pluviométrie, on va dire, classique. Vous avez les vitesses de réactation ici. Ça, c'est avant drainage, il n'y avait pas de drainage. Et ici, donc, à 95, ou 94, 95, oui. 94, 95, à peu près sur la même période, mais avec un drainage. À pluviométrie plus élevée, vous voyez que les vitesses de réactation ont considérablement diminué. Quoi. Donc, d'où l'intérêt du drainage. C'est la même période de temps, excusez-moi. Comment ? C'est la même période de temps ? Oui, oui. C'est même Oui. La pluviométrie beaucoup plus importante. Quoi. Et là, c'est avant drainage, après drainage. La piste où on était hier, tu saurais dire, hier on est monté au bas du glissement, elle passe où par rapport au système de drainage? La route des Allemands à la Valette. Elle est par là, ici. Là, il y a l'air d'avoir une piste là, au-dessus de... elle est là. Ok. Ça, c'est le transect de mesure, là où on fait les mesures de réactation. Et la route, elle est là, elle traverse là. Et donc, les tuyaux, vous avez dû les voir. Là. Oui, on les a vus. Bon, après, je ne sais pas si le captage est entretenu. Et si je veux échantillonner l'eau des drains, je peux le faire? Si vous voulez quoi? Échantillonner de l'eau des drains. Oh, ben, bien sûr, oui. Ah oui? J'ai pas réussi. Vous me montrerez là-haut? Oui. Bon, après, je ne sais pas si ça... J'y monte pas tous les jours. Je ne sais pas si c'est entretenu. Parce qu'à l'époque, il y avait 52 captages, 52 endroits. Si vous voulez, on part, c'est un peu une toile d'araignée, hein. On part avec un tuyau de diamètre 100, on passe après en 60, après en 32 et en 10, et c'est un peu, vous voyez, ça fait un peu, il y a plein de ramifications. Et en parallèle des tuyaux, il y a aussi des fossés à ciel ouvert, des fossés qu'on réalise à la paix mécanique. Hein. Voilà. Et qu'on rejette toujours à l'écart de cette zone ici. Les traits rouges, là, c'est ça? Les traits rouges, c'est les PVC, ça, qui sont sur les berges. Sur les berges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est monté à la cabane l'année dernière, on a traversé, il y avait des tuyaux. C'est ces tuyaux-là. Alors tout ça, ça demande un gros entretien. Hein. En gros, c'est 200 heures d'ouvriers par an. Hein,
pour entretenir tout le réseau. Que de l'entretien, sans compter la rénovation, le changement des tuyaux, l'hiver aussi, l'eau qui gèle à l'intérieur, les fourreaux de glace qui partent dans les tuyaux, au premier virage, il y a tout qui explose. Donc ça demande un entretien permanent. C'est entretenu? C'était entretenu, je ne sais pas. Et les PVC, avec les UV, ils n'aiment pas trop non plus, donc il faut les changer. Voilà. Puis il y a des contrepentes qui se forment. Et alors, comme on en a discuté la semaine dernière avec mon collègue, il dit soit il y a un drainage, il faut l'entretenir. S'il y a un drainage, il faut l'entretenir. Mais si vous ne l'entretenez pas, il vaut mieux carrément l'enlever, le démonter. Parce qu'il s'est produit plusieurs fois ici, là, sur ce tuyau ici, qu'on ait une rupture de canalisation ici, et que tout parte comme ça, et ça générait des glissements secondaires. Voilà. Donc ensuite, en mesure de prévention, donc on a aussi, dans les années 88, je crois, oui, 87-88, on a construit ce qu'on appelle, alors, en bas, carrément, à 50 mètres des enjeux, hein, puisque il y a eu une maison ici, là, un piège à matériaux. Alors c'est un ouvrage assez important, assez haut, qui fait 12 mètres de haut, sur 200 mètres de long, avec un corps central rigide, et ici des digues en remblai compacté. Alors la fonctionnalité de l'ouvrage, c'est de retenir les matériaux en cas de coulée boueuse, pas retenir les 3,5 millions de mètres cubes. Voilà. On a tablé sur 200 000 mètres cubes. Et dans la partie centrale, on a fait un petit peu, vous l'avez l'ouvrage en coupe ici, on a fait un ouvrage fente, c'est-à-dire ici il y a une fente sur la partie amont, pour permettre, en cas d'arrivée de coulée boueuse qui sera relativement fluide, d'évacuer l'eau pour que les matériaux ressuient et éventuellement faire venir des engins pour revider l'ouvrage, pour lui redonner la capacité initiale pour pouvoir accueillir encore éventuellement des matériaux. Alors tout ça, ça a été sous maîtrise d'ouvrage communauté des communes, enfin commune, et sous maîtrise d'œuvre RTM. Voilà, là vous avez un petit peu des travaux topographiques que nous avons fait donc en amont du piège à matériaux pour essayer d'appréhender la capacité du piège à matériaux avec des fluidités de matériaux différentes. Donc l'eau, en gros, avec une pente à l'amont de 0%, la capacité du piège est 30 000 m3, mais là, à 0, de l'eau claire, il n'y en aura pas. Avec une pente de 5%, on peut stocker 60 000 m3. À 7,5, 100 000 m3, et à 10%, 200 000 m3. Donc nous, on a tablé un petit peu sur ces données-là, entre 10 et 15, et donc voilà, donc, du coup, on peut accueillir à l'amont du piège à peu près 200 000 m3 de matériaux. La pente, c'est la pente de surface du dépôt? C'est la pente du dépôt, oui, à l'amont. En gros, entre 10 et 15, c'est une pente de moraine à peu près... Voilà, pas trop imbibé, quoi. Bon, après, c'est que des suppositions, tout ça. Hein. Après, il y a une grosse part d'incertitude, hein, évidemment. Donc, ça, c'est les travaux que... C'est dommage que Jean-Philippe ne soit pas là, il vaudrait mieux expliquer que moi. En gros, c'est la discontinuité géologique, l'interprétation géologique des discontinuités en amont sur la niche d'arrachement. Voilà. Et là, vous avez ici, donc, ça c'est la crête entre le bassin versant du torrent de Faucon et de la Valette. Vous voyez que la niche est carrément sur la crête. On avait aussi à l'époque un système de surveillance de la reptation de la niche, mais il a été abandonné parce qu'il a été enseveli. Bon, c'était pas tenable. Et puis, c'était assez archaïque. Là, vous avez la niche, et là, la crête, là. En fait, c'était très simple. Il y avait un piquet sur la niche, sur le dur, et un piquet sur la zone en reptation. Et avec un décamètre, on allait mesurer la reptation. Mais bon, il fallait y aller été très agréable, mais l'hiver, c'était moins rigolo. Il fallait monter à pied jusqu'à la cime, mais bon, dans la neige souvent. Là, c'est une analyse d'image aérienne de 2007 à 2009. Des vitesses de reptation, donc d'octobre 2007 à juillet 2009. Et tout ce qui enroule, ça va de 0 à supérieur à 15 mètres, donc en octobre, voilà, pendant la période. Vous voyez bien ici que forcément les vitesses
de réputation sont plus élevés à l'amont qu'à l'aval. À l'aval, ça ne bouge quasiment pas. Mais là, ça va être un petit peu votre partie. Vous avez dû l'avoir, tout ça, par Malais, non? Les équipes à Malais qui ont fait ça. En fait, donc vous avez ici représenté l'éperon morénique du bas, et avec ici donc l'épaisseur des matériaux jusqu'au bedrock. Et donc en gros, par la caractérisation multiméthode de la géométrie autour de l'éperon, on aurait tout autour de l'éperon et en amont à peu près 850 000 m3 de matériaux disponibles, qui sont susceptibles de partir. Et on n'a pas pris en compte tous les matériaux qui sont à l'amont. Si tous les matériaux, les 850 venaient à partir, forcément ici il manquerait la butée de pied sur les matériaux qui sont au-dessus. Et après on rentrerait dans des volumes beaucoup plus importants. Et là après c'est un peu le scénario catastrophe. Et donc avec ça, Strasbourg, donc un thésard, a fait une simulation numérique de l'écoulement par un modèle hydromécanique Masmouth 2D. Ils ont fait à peu près 30 scénarios. C'est un peu le même principe que pour détecter les volumes des avalanches. Il fait partir plusieurs panneaux. Et pour se caler, il a pris donc pour caler le modèle, il a pris la coulée de 88 ici, dans l'éperon, la coulée qui est partie à gauche de l'éperon et qui est arrivée à peu près à 500 mètres, un peu plus de 500 mètres du piège à matériaux. Et en gros, dans la modélisation, moi j'avais fait une autre planche où j'avais pris quelques scénarios. Donc il a fait varier les volumes, mais aussi la vibration en eau des matériaux, forcément. Et aussi, ils ont fait aussi des scénarios en tenant compte des barrages, parce qu'ici, il y a des barrages, des anciens barrages de correction torrentielle, ici, là. Il a pris aussi les scénarios avec ou sans barrage. Et il n'y a pas, par rapport à la préparation de la coulée, il n'y a pas de grosse différence entre avec ou sans barrage. Donc, en conclusion, disons, ça déborde à partir du moment où il y a 580 mètres cubes, 580 000 mètres cubes de matériaux qui arrivent au niveau du piège à matériaux, ça commence à déborder. J'en avais extrait quelques-uns de scénarios qui étaient intéressants, mais là, bon, ça a disparu. Là. Bon, voilà. Est-ce que vous savez est-ce qu'il y avait une information sur la pluviométrie dans ces simulations? Ou est-ce que c'est uniquement... C'est dans la viscosité. Juste la viscosité. Voilà, la viscosité. Parce que là, en début, vous mentionnez le fait que le glissement avance moins d'avant. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un système de drainage. Voilà. Et manifestement, en fait, si je me souviens bien de votre courbe, là, le glissement reste plus ou moins homogène l'année, quel que soit le signal pluviométrique, quelle que soit la pluviométrie. Oui. J'ai l'impression Au tout début, 88, quand on faisait un suivi de la réputation une fois par semaine, on voyait bien quand même, et quand on mettait en parallèle la pluviométrie, on voyait bien qu'il y avait une certaine inertie du glissement, aussi bien à la montée en vitesse qu'à la décrue. Voilà. Et là, actuellement, on le verra peut-être maintenant que Malais a mis un tachéomètre automatique où il fait 5 mesures par jour, je crois. On pourra mieux l'étudier. Mais bon, nous, par rapport à la prévention, c'est pas notre souci, je veux dire. Enfin, voilà. Ma question, c'était de savoir, est-ce que depuis 90, est-ce qu'il n'y a pas un changement du signal pluviométrique Non. qui fait aussi que... Par rapport à la pluviométrie annuelle par exemple, ou le type de pluviométrie. Enfin, L'intensité de durée. par rapport à l'activité du glissement, Ouais. on ne sait pas trop, quoi. Disons qu'il y a plusieurs facteurs du fait du ralentissement du glissement. Déjà, d'une part, comme je vous ai dit au tout début, la morphologie du glissement, c'est une succession de terrasses, de niches d'arrachement, des niches régressives vers l'amont, qui au fil du temps se sont un peu lissées. Il y a eu une redistribution des masses de glissement aussi. Vous le verrez, là, il n'y a plus du tout de terrasses. Souvent, quand j'amène les Paris-Sorbonne,
quand ils viennent ici en stage, on part d'en haut du glissement, on le redescend, et eux ils le voient, et puis, ils s'en rendent compte parce qu'ils font des tas de mesures. Le glissement est en train de se lisser. Ça se répartit un peu partout. Par contre, à la monte de l'éperon, c'est monté au moins de 30 mètres. Donc, tous les matériaux s'accumulent ici. Et au niveau de la pluviométrie, alors, il y a ça, d'une part, il y a le drainage. Et on a certainement, depuis 82, une baisse de la pluviométrie, sûrement, mais ce n'est pas significatif, quoi. Voilà. Donc, les causes du ralentissement du glissement, à mon avis, c'est le drainage. La pluviométrie à 50 mm ou 100 mm de précipitation annuelle, ça varie dans ces... Puis il y a surtout la redistribution des masses. Alors par contre, l'inquiétude, là on voit, l'inquiétude ici, c'est ici, là, au niveau de l'éperon. Voilà. Vous avez l'éperon et l'éperon morénique qui bloquent le glissement. Et donc c'est à ce niveau-là où il y a eu un rehaussement des matériaux de 30 mètres. Donc, et à l'aval, forcément, ici ça n'avance pas. Le glissement il n'avance pas, il est bloqué. Il est bloqué, il n'avance pas. Ce qui fait qu'on a une grosse accumulation de matériaux ici. Et donc le scénario, c'est en cas de forte pluviométrie un hiver. La crainte, c'est surtout le printemps et surtout l'automne. Si un hiver, on a des précipitations pendant un mois ou plusieurs mois, la crainte, c'est une forte imbibation des matériaux ici. Et là, et forcément à ce niveau-là, la pente, ça fonctionne un peu comme des glaciers. Hein. La pente, elle se raidit. Du coup, ici, on a des fissures qui se forment. Et qu'on a un départ de coulée là, à ce niveau-là, un départ de coulée ici. Et qu'après, qu'il n'y ait plus la butée de pied sur le matériau à l'amont, qu'il continue à pleuvoir. Et on peut avoir, voilà. Donc, et c'est ce qu'on a estimé, puisque là, d'après les travaux de Jean-Philippe, il y a à peu près 850 000 m3 de matériaux disponibles. Bon, les 800, c'est-à-dire, il a fait les mesures jusqu'au métro. Ce n'est pas les 850 qui vont partir d'un coup, vu les pentes. On l'a tablé sur le quart du volume. Donc après, on est à peu près à 250 000 m3. Voilà. Voilà un peu le scénario qu'on a pris en compte. Non. La cabane de surveillance, les porons est là, la cabane, elle est là. D'accord. Et j'ai pas saisi où se situaient les barrages de correction torrentielle dont vous avez parlé tout à l'heure. En fait, historiquement, ce torrent avait été corrigé comme les autres torrents de la vallée de l'Ubaye, c'est-à-dire le Rieux-Bourdoux, la Bérarde, le Faucon. Et sous le glissement, il y a à peu près 60 barrages. Et on en voit, à l'aval, on en voit quelques-uns. Là, ici à l'aval, qui n'ont pas été recouverts par le glissement parce que la couille n'est pas arrivée. Et topographiquement, ils font une marche. Et donc, dans la modélisation, ces marches ont été prises en compte. Et en fait, aucune incidence sur la propagation. Les marches jaunes là sur les prochains. Dans votre prochain schéma, c'était ce qu'il y avait en jaune? Non. Ah Non. Mais c'est pas des barrages, c'est pas serponçons, hein, je veux dire, c'est des barrages qui font 3 à 4 mètres de haut, pas plus. Mais ça n'a aucune incidence, d'après le Masmouf de D, hein, ça n'a aucune incidence sur la propagation, ou très peu. Ah oui, mais oui. C'est une question comme. Vous vous rendez compte, 3,5 millions de mètres cubes de matériaux. Mais je veux dire, par exemple, sur les fronts, à l'endroit de l'éperon, là où on a des problèmes, est-ce qu'on se dit, bon, il y a le piège en bas, on va essayer de faire partir une partie qui nous fait peur, et on va après dégager ça, déblayer, puis on va faire partir une partie. Ça n'a jamais été envisagé. Et puis, si autour de l'éperon, ici, là, on enlève les matériaux, là, par exemple, hein, déjà, il y a de disponible, il y a 850 000 mètres cubes de matériaux. Et si on en enlève un peu, en fait, tout ce qui est à l'amont, ce qu'on va enlever, il n'y aura plus la butée de pied qui cale donc, voilà. Les avalanches, c'est différent. Les avalanches, quand
on met des explosifs ou des gazex ou des catex, c'est tout qui part quasiment, hein, ça part au sol. Et puis l'avalanche, au printemps, elles fond. Alors, les matériaux, ça ne fond pas. On les met où? Il faut les stocker après. Ah non, mais c'est... En fait, en partant du principe qu'ils vont tomber un jour, est-ce qu'il ne vaut pas mieux d'anticiper cette tombée en la provoquant? Mais du coup, je comprends qu'il y a plein de problèmes scientifiques derrière. Est-ce que juste de savoir est-ce que ça a déjà été évoqué, est-ce que c'est des trucs qui se font ou pas du tout? Il faut déterminer quel volume on enlève, jusqu'où on en enlève, et puis le fait, vous voyez comment c'est fait. Si on prend la topographie du glissement, en fait, le glissement il fait ça. Après, là, ici, il est moins pentu, puis après, ici, il plonge au niveau des éperons. Donc, si on en enlève ici, ben, les matériaux qui sont dessus, ils n'auront plus de calage de pied, quoi. Et donc, on va peut-être favoriser les deux parts des matériaux au-dessus, quoi. Donc, si, c'est une chose. Enfin, c'est difficile à calculer et à appréhender, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, qu'est-ce qu'on en fait des matériaux? Déjà qu'on a du mal à curer les torrents et on ne sait pas où mettre les matériaux, à coût de 30 000, 40 000, 60 000 mètres cubes. Voilà. Et même, on n'a pas réussi encore à avoir, de la part des deux communes, et surtout de la DDT, Police de l'eau et compagnie, une zone de déversoir. Si on venait avoir une coulée dans le piège qui arrive, si on veut évacuer les matériaux qui sont dans le piège, où est-ce qu'on les met? Ça, on ne sait toujours pas. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, comme ça. Le jour où ça arrive, on ne posera pas la question, on les mettra où on voudra, quoi. Des fois. On va aller voir. Ouais. Voilà. Bon, le mieux, c'est de se préparer à monter. Merci, Georges. Avec plaisir.